Le Brunei Darussalam, son nom officiel, est une petite nation nichée et enclavée sur l'île de Bornéo, partagée entre la Malaisie et l'Indonésie. Elle obtient son indépendance en 84 après avoir été un siècle durant un protectorat britannique. Sa population, 437 000 habitants. Ce qui n'empêche pas le pays de se situer dans le haut du classement en termes de PIB par habitant. C'est surtout grâce à ses réserves de pétrole et de gaz dont l'exploitation représente près de 60% de son PIB contre 80% au début des années 2000. Sa monnaie, le dollar brunéien, est à parité avec le dollar singapourien, l'autre grande puissance financière de la région. La faible diversification de son économie et les chocs pétroliers à répétition ont un peu fragilisé les comptes publics. En plus, les réserves d'hydrocarbures du Brunei sont sous-marines, donc l'environnement naturel du Brunei est en apparence très bien conservé étant donné que les exploitations sont offshore. Et pourtant, en dépit d'être un pays si riche, le niveau de vie des Brunéens est assez moyen. Leur liberté individuelle et leurs droits fondamentaux s'effritent d'année en année. C'est l'une des conséquences de la maladie hollandaise que décrit Karl Marx, lorsque la richesse en matières premières d'un pays provoque la misère du peuple. Alors justement, où passent toutes ces ressources issues de la rente d'hydrocarbures? Comment expliquer la dégradation des conditions de vie des Brunéens? C'est parti. Un sultan bling bling. Visiblement, le sultan Hassan al-Bolkiah profite pas mal de son pouvoir et de sa fortune. La famille royale brunéienne, c'est un spectacle de télé-réalité, décadence et abrutissement au menu. Ils adorent exhiber leur limo Rolls-Royce en or d'une valeur de 14 millions de dollars. Mais en cas de crevaison, pas de panique. La famille royale possède pas moins de 7000 véhicules, une flotte qui a coûté au pays 5 milliards de dollars. Sacrée dépense quand même pour le sultan, dont la richesse personnelle est estimée entre 20 et 40 milliards de dollars. C'est quand même 10 à 20% de son budget. Un chiffre encore plus impressionnant quand on apprend que le PIB du Brunei est de 13 milliards 500 millions de dollars. La fortune du sultan serait donc 33% plus importante que le PIB du Brunei. Étrange. Le sultan possède à son actif 10 yachts de luxe, au moins 17 avions et plus de 150 manoirs dans 12 pays différents. Il possède aussi le jet privé le plus cher du monde, un 747 d'une valeur de 260 millions de dollars qu'il aurait fait retaper pour 120 millions supplémentaires. Sa demeure principale se devait de refléter cette élégance qui lui est propre. Le plus grand palais privé du monde avec 1788 chambres, 257 salles de bain, 5 piscines, sa propre mosquée privée et un garage pour 110 voitures sur les 7000 dont il est propriétaire. Certaines estimations font état de dépenses journalières de 750 000 dollars sur une période de 10 ans. Après, cette fortune est une juste rétribution pour tous ses efforts d'entrepreneur. À ses heures perdues, en plus de gouverner le pays, il est aussi à la tête de sa propre chaîne d'hôtels. Bon, techniquement, The Dorchester Collection appartient au fonds souverain du pays, un fonds qui dépend du ministère des Finances, dirigé par le sultan Hassan Al en personne. En fait, au Brunei, la distinction entre les caisses publiques et le portefeuille du souverain est inexistante. Évidemment, comme le sultan est généreux, il partage cette fortune avec les siens. Ceux-ci ne se privent pas d'étaler leur chance en ligne. Son 10e enfant, Matin, est une star sur Instagram. Avec plus de 2 millions de followers, le jeune trentenaire nous partage son quotidien. Sport extrême, polo, voyage en jet privé. J'avoue, ça fait rêver. Fun fact, le règne du sultan Hassan al-Bolkiah est le deuxième le plus long de notre ère, avec plus de 55 ans passés à la tête du pays. Il lui reste quand même 15 ans à tirer s'il espère lui aussi fêter son jubilé de platine. Mais la comparaison avec la reine Elisabeth II s'arrête là. Installé sur le trône depuis 67, il est aussi le Premier ministre, chef des armées, ministre des Finances et des Affaires étrangères. Une monarchie absolue et toute puissante, ce qui ne l'empêche pas d'innover concernant son système sociétal. Le Brunei est un état-providence rentier. Le pays achète la stabilité sociale et la loyauté de ses sujets en s'assurant qu'il ne manque de rien. La contrepartie ? Critiquer le pouvoir est absolument interdit. En échange, l'État vous prête à un taux très préférentiel de quoi vous acheter un logement et un véhicule. Les soins médicaux et dentaires sont gratuits, tout comme l'éducation et les pensions de retraite. Même les coûts des funérailles sont couverts par le gouvernement. Alors d'accord, la santé et l'éducation ne sont pas parmi les meilleurs au monde, mais c'est déjà un bel avantage en nature. À tel point que les Brunéens sont devenus complètement dépendants des subventions publiques. Ceci dit, la qualité de vie moyenne est loin derrière les démocraties occidentales. Et puis, les Brunéens doivent aussi consentir à une restriction de leur liberté individuelle. La mobilité sociale est très réduite, mais surtout, le concept de droit de l'homme est très vague pour les autorités locales. Le nouveau code pénal de Brunei consacrerait des peines cruelles et inhumaines, avertit la haute commissaire aux droits de l'homme. Alors, à quoi exactement fait référence Michelle Bachelet ?
Sexe, drogue et charia. L'islam est la religion majoritaire au Brunei. Environ 3 habitants sur 4 sont musulmans. Le reste est chrétien, bouddhiste ou des courants spirituels indigènes. Or, depuis 2014, le gouvernement a introduit la charia, la loi islamique, une série de réformes de son code pénal qui s'est achevée en 2019. Les relations homosexuelles ont été criminalisées et passibles jusqu'à récemment de peine de mort par lapidation pour les hommes ou de coups de bâton pour les femmes. Pour ces dernières, une condamnation et une peine de 10 ans de prison peut aussi être prononcée. Alors face au tollé, le Brunei a fait marche arrière et annonça ne plus avoir recours à la peine de mort en cas de relations homosexuelles ou d'adultère. Ceci dit, les voleurs pris la main dans le sac sont amputés de la main droite, puis de pied gauche s'ils récidivent. Un fanatisme religieux bien plus rigoureux que chez son voisin indonésien. Alors, à sa décharge, à ce jour, le Brunei n'a pas encore appliqué la peine de mort. Le pays n'a plus exécuté personne depuis 1957, lorsque le pays était encore un protectorat britannique. Mais l'adoption de la charia est un avertissement lourd de sens. Le pouvoir du sultan est au-dessus de tout. Il sera le garant de la pureté de l'islam et de l'application de la loi coranique dans sa version la fondamentaliste. Ça colle pas trop avec l'image que l'on vous dépeignait tout à l'heure du sultan et de ses excès. Ses mœurs vont à l'encontre de l'humilité que promeut l'islam. Au dire de nombreux témoins, Hassanal et son frère Jeffrey ont des styles de vie très libres. Des harems pour être plus précis, où les femmes étaient confinées du reste du monde. Gillian Lauren, une ancienne call girl, fait partie de son expérience dans un livre qu'elle a écrit. Ils ont plus d'argent que quiconque. Je sais que le sultan et Jeffrey ont été mariés et divorcés plusieurs fois. C'est vraiment hypocrite. Gillian Lauren. Un peu contradictoire pour une nation où la peine de mort était jusqu'à il y a peu applicable en cas d'adultère ou de relation homosexuelle. Une autre femme, Shannon Marketich, a même porté plainte contre le sultan devant un tribunal états-unien avant d'être déboutée en raison de son immunité en tant que chef d'État. Ce sont donc des soupçons d'esclavage sexuel qui pèsent sur le dirigeant brunéen et son frère. Et ce ne sont pas les seuls concernés au sein de la famille royale, évidemment. Un autre frère du sultan, Mohammed Bolkiah, qui désapprouvait les choix de vie de Hassanal et de Jeffrey, a reçu une enveloppe de 2 milliards de dollars à la fin de son mandat de ministre des Affaires étrangères et du Commerce en 2015 contre son silence. Un montant ahurissant. Qui sait ce qu'il savait sur la tête de l'État? Ce qui est clair, c'est la contradiction entre le style de vie de la famille royale et la loi très stricte qui s'applique à sa population. Mais les Brunéens doivent aussi composer avec des problèmes d'une autre nature. Des tensions interethniques. Le pays, qui revendique aussi sa souveraineté sur une partie de la mer de Chine du Sud, se fait de plus en plus discret sur la question, probablement du fait de l'importance des investissements chinois dans le pays. La diaspora chinoise représente quand même 10% de la population brunéienne, alors que la majorité, 66%, est malaise. Les autres, des autochtones. Or, l'identité malaise est très importante au sein de la société brunéienne. Et les Malais du Brunei, généralement musulmans et royalistes, s'entendent mal avec la minorité chinoise. Aujourd'hui, la diaspora chinoise du Brunei doit faire face à des discriminations, par exemple à l'embauche ou à l'octroi de la citoyenneté. Au Brunei, c'est le droit du sang et non du sol qui s'applique. Jus sanguinis. Donc ceux qui sont nés là-bas doivent prouver qu'ils ont résidé plus de 20 ans au Brunei, puis passer un examen très difficile de maîtrise de la langue malaise. En fonction des résultats, on obtient un statut différent. Jaune pour les citoyens, rouge pour les résidents permanents et vert pour les détenteurs d'un permis de séjour. Évidemment, les citoyens, les résidents permanents et les détenteurs d'un permis de séjour n'ont pas les mêmes droits et avantages, que ce soit pour l'éducation ou la santé. Or, les résidents permanents chinois n'ont pas le droit d'acquérir de terres de plus de 2 hectares. Il y a aussi la question de la compétence des tribunaux. La charia s'applique aux musulmans et aux non-musulmans. La diaspora chinoise est donc pénalisée et beaucoup de ses membres décident de quitter le pays. Fuite de la minorité chinoise de Brunei au profit de l'identité malaise. Or, il se trouve que les Chinois du Brunei sont des maillons essentiels dans le tissu économique local. Il y a donc 2 hypothèses pour expliquer les discriminations qu'ils subissent. La première, c'est que le tarissement des réserves nationales d'hydrocarbures risque de faire plonger l'économie du pays si le Brunei n'arrive pas à la réformer. Du coup, l'adoption de la charia serait une sorte de fuite en avant pour enfumer les Brunéens et les détourner des excès de la monarchie. Après tout, c'est l'armée qui est la garante du pouvoir monarchique. Cette loyauté supposée du peuple brunéen n'est pas acquise ad vitam aeternam. La diaspora chinoise ne serait qu'une victime collatérale de cette stratégie. L'autre hypothèse, c'est que l'État brunéen cherche volontairement à évincer la communauté chinoise pour réduire leur importance dans l'économie nationale au profit des Malais. La stagnation sociale qui résulte du modèle économique du Brunei, un état rentier, les violations des droits de l'homme répétées et l'hypocrisie de la famille royale en font une monarchie injuste et oppressive. Étonnamment, le pays a plutôt bien résisté à la pandémie avec un taux de croissance positive en 2020 et en 2021. L'épuisement progressif de ses réserves d'hydrocarbures ont poussé le pays à diversifier son économie. En 2008, le sultan avait engagé une stratégie de diversification Brunei Vision 2035 qui repose sur l'amélioration des infrastructures et de l'attractivité pour les IDE. Depuis, un autre plan a été mis en œuvre pour accélérer la numérisation de l'économie d'ici
2025. En 2020, le Brunei a même ratifié le RCEP, le Partenariat économique régional global, le traité de libre-échange le plus important au monde. Il pèse 31% du PIB mondial et réunit 15 pays du Pacifique. Que lui réserve l'avenir? On l'ignore, mais on est curieux de savoir vos prédictions. C'est la Tinggal.